Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le Liban et Israël reprennent leurs négociations à Washington pour une troisième rencontre de ce type à quelques jours de l'expiration du cessez-le-feu prolongé jusqu'au 17 mai. Mais cette tentative de rapprochement se déroule dans un climat d'escalade. L'armée israélienne poursuit ses frappes au Liban. Plus de 400 personnes ont été tuées depuis l'entrée en vigueur de la trêve et Israël lie désormais toute avancée diplomatique au démantèlement du Hezbollah. Le mouvement rejette ces discussions qu'il considère comme une concession faite à Israël. Le Liban et Israël se retrouvent à Washington pour une nouvelle tentative de rapprochement diplomatique. Il s'agit de la troisième rencontre de ce type entre les représentants des deux pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Ces discussions se tiennent sous médiation américaine à quelques jours de l'expiration du cessez-le-feu prolongé jusqu'au 17 mai. Mais sur le terrain, la trêve reste extrêmement fragile. L'armée israélienne a annoncé de nouvelles frappes contre des objectifs du Hezbollah dans le sud du Liban après avoir ordonné l'évacuation de 8 villages. La veille, des bombardements israéliens avaient visé plus de 30 endroits au Liban, faisant au moins 22 morts selon le ministère libanais de la Santé. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 17 avril, plus de 400 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes selon un décompte fondé sur des chiffres officiels. Depuis le début du conflit, début mars, le Liban fait état de plus de 2800 morts, dont au moins 200 enfants. À Washington, Beyrouth dit venir chercher une consolidation de la trêve. Pour les autorités libanaises, la priorité est de mettre fin aux morts, aux destructions et aux attaques israéliennes répétées. Mais les positions restent très éloignées. Israël affirme se réserver le droit de continuer à viser le Hezbollah, qu'il considère comme une menace directe. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a même conditionné toute avancée politique ou sécuritaire avec le Liban au démantèlement du Hezbollah. Selon lui, Israël n'acceptera pas un cessez-le-feu qui permettrait au mouvement de se réarmer. Il affirme que son pays est prêt à un processus politique plus large avec Beyrouth, voire à une paix complète, mais seulement si la structure militaire du Hezbollah disparaît. Le diplomate israélien évoque aussi une approche progressive, définir avec le gouvernement libanais des zones sensibles et neutraliser les armes du Hezbollah, puis passer à d'autres étapes. Il estime que toute normalisation sur les frontières, les ambassades, les visas ou le tourisme dépendra d'abord de ce processus sécuritaire. Washington soutient cette ligne en affirmant défendre la souveraineté du Liban tout en appelant au rétablissement complet de l'autorité de l'État libanais et au désarmement total du Hezbollah. De son côté, le Hezbollah rejette catégoriquement ces négociations. L'un de ses députés, Ali Ammar, les a qualifiées de concessions gratuites à Israël. Contrairement à la précédente session, Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio ne participent pas aux discussions, tous deux étant en visite officielle en Chine. La médiation américaine est assurée par les ambassadeurs des États-Unis en Israël et au Liban, Mike Huckabee et Michel Issa. Le Liban est représenté par Simon Karam, avocat et diplomate de 76 ans, tandis qu'Israël est représenté par son ambassadeur Yechiel Leiter, proche de Benjamin Netanyahu. À Washington, les négociations s'ouvrent donc sur une équation difficile, transformer une trêve largement théorique en véritable cessez-le-feu, alors qu'Israël exige le démantèlement du Hezbollah et que ce dernier refuse de voir ses armes mises sur la table. La guerre au Moyen-Orient continue de peser sur les équilibres diplomatiques, énergétiques et sécuritaires. À Pékin, Xi Jinping et Donald Trump ont discuté de la situation régionale alors que Washington espère voir la Chine user de son influence sur l'Iran. Le détroit d'Ormuz reste, lui, au cœur des tensions internationales. Les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient confirment l'ampleur régionale et internationale de la crise. À Pékin, Xi Jinping et Donald Trump ont discuté de la situation au Moyen-Orient en marge de leur sommet consacré à l'Ukraine et à la péninsule coréenne.
Washington souhaite que la Chine, partenaire stratégique et économique majeur de l'Iran, utilise son influence pour favoriser une sortie de crise dans le Golfe. Autre dossier sensible, les Émirats arabes unis ont démenti les informations faisant état d'une visite de Benjamin Netanyahou ou d'une délégation militaire israélienne dans le pays après des déclarations du bureau du Premier ministre israélien évoquant une visite secrète. En Iran, 2 hommes ont été exécutés, dont l'un pour des liens présumés avec le renseignement israélien. Téhéran a également affirmé le droit de riposter après l'arrestation par le Koweït de 4 Iraniens accusés d'appartenir aux gardiens de la Révolution, ce que l'Iran dément. Le détroit d'Ormuz reste au centre des tensions. Téhéran estime que son contrôle pourrait générer d'importantes retombées économiques, tandis que l'Italie annonce le prépositionnement de 2 chasseurs de mines près du Golfe. Enfin, l'Agence internationale de l'énergie alerte. Le monde puise dans des réserves de pétrole à une vitesse record en raison de perturbations persistantes dans le Golfe. Tension maximale dans la vieille ville de Jérusalem à l'occasion de la journée de Jérusalem, célébration annuelle de la prise de Jérusalem-Est par Israël en 1967. Comme chaque année, cette marche suscite de fortes inquiétudes après plusieurs épisodes de violence contre des Palestiniens. Mais cette fois, des militants pacifistes israéliens se sont déployés pour tenter de protéger les habitants et apaiser les tensions. Sous une chaleur écrasante, la porte de Damas devient le symbole de 2 visions opposées de Jérusalem. D'un côté, les préparatifs de la journée de Jérusalem, célébrés chaque année par des milliers de nationalistes israéliens. De l'autre, des militants pacifistes venus tenter d'éviter une nouvelle flambée de violence. Vêtus de blanc, ils distribuent des fleurs et affichent un message de coexistence. Le mouvement israélo-palestinien Standing Together a mobilisé près de 300 volontaires dans les rues de la vieille ville. Mais derrière ces gestes symboliques, l'inquiétude reste omniprésente. De nombreux commerçants palestiniens ont fermé boutique avant même le début du défilé. Chaque année, cette commémoration est marquée par des insultes racistes, des crachats ou des actes de vandalisme. La journée de Jérusalem célèbre ce que les autorités israéliennes appellent la réunification de la ville après la guerre de 1967. Israël a ensuite annexé Jérusalem-Est, un territoire palestinien occupé selon les Nations Unies, qui ne reconnaissent pas cette annexion. Premier groupe nationaliste entrant par la porte de Damas, forte présence policière. À la mi-journée, les premiers groupes de manifestants nationalistes pénètrent dans la vieille ville sous haute surveillance policière. Des slogans comme « Israël pour toujours » résonnent déjà dans les ruelles. Plans de policiers, militants pacifistes et habitants palestiniens. Dans une ville où chaque symbole est hautement sensible, ces militants espèrent éviter que cette journée ne bascule une nouvelle fois dans les violences. Et les autorités israéliennes ont déployé d'importants effectifs de police dans toute la vieille ville de Jérusalem pour encadrer les rassemblements tout au long de la journée. En Iran, l'accès à Internet reste fortement restreint depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, mais un nouveau service payant réservé à certains professionnels et entreprises suscite la controverse. Baptisé Pro Internet, il permet à quelques privilégiés de se reconnecter partiellement au réseau mondial, alors que des millions d'Iraniens restent isolés numériquement. Pour ces détracteurs, ce système transforme Internet en privilège et crée une nouvelle forme d'inégalité. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, des millions d'Iraniens vivent presque coupés d'Internet. La coupure décidée par les autorités le 28 février, après les attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a isolé une grande partie de la population du reste du monde numérique. Seul l'intranet local fortement contrôlé continue de fonctionner, donnant accès à certains sites nationaux, services bancaires et applications approuvés par l'État. Mais depuis peu, certains professionnels et entreprises peuvent accéder à un nouveau service payant, Pro Internet. C'est le cas d'Amir Hassan, employé informatique de 39 ans, qui dit avoir souscrit à ce service pour continuer à travailler et préserver ses revenus. Pour l'équivalent d'un peu moins de 10 €, il a obtenu un forfait initial de 50 gigaoctets. L'accès reste toutefois limité. Certaines messageries comme WhatsApp et Telegram sont accessibles, mais d'autres plateformes comme Instagram, X ou YouTube restent bloquées sans VPN. Ce système provoque de vives critiques. Des médias réformateurs dénoncent un Internet en tranche qui transforme l'accès au réseau en privilège.
Certains professionnels pourtant concernés par ce dispositif disent ne pas y avoir accès. Un professeur de l'université de Téhéran affirme ainsi pouvoir se connecter seulement depuis son lieu de travail avant de redevenir, selon ses mots, un citoyen de 3e classe une fois sorti de l'université. Le gouvernement assure que la situation reviendra à la normale une fois la menace sécuritaire passée. Mais pour de nombreux Iraniens, pro-Internet apparaît surtout comme une liberté partielle, coûteuse et réservée à quelques-uns. À Pékin, le sommet entre Xi Jinping et Donald Trump s'est ouvert sous les honneurs, mais aussi sous forte tension. Le président chinois a mis en garde son homologue américain contre un risque de conflit si Washington gérait mal la question de Taïwan, dossier central des relations sino-américaines. Malgré les gestes de cordialité et la promesse chinoise d'ouvrir davantage son marché aux entreprises étrangères, l'ambiance est restée prudente, loin du gros câlin que Donald Trump disait attendre de Xi Jinping. À Pékin, Donald Trump a été reçu avec tous les honneurs par Xi Jinping. Au Palais du Peuple, près de la place Tiananmen, la Chine a déroulé le tapis rouge au président américain. Gardes militaires, salves de canons, drapeaux chinois et américains, et enfants agitant des fleurs en signe de bienvenue. Devant les caméras, Donald Trump a affiché un ton cordial, affirmant que les relations entre Washington et Pékin pourraient être meilleures que jamais, et promettant un avenir fabuleux entre les deux pays. Mais derrière le protocole, les tensions restent nombreuses. Le dossier le plus sensible demeure Taïwan. Xi Jinping a prévu que cette question était la plus importante dans les relations sino-américaines. Selon lui, si elle est mal gérée, les deux pays pourraient se heurter, voire entrer en conflit. La Chine considère Taïwan comme une province appelée à être réunifiée avec son territoire, tandis que les États-Unis maintiennent un soutien militaire solide à l'île sans reconnaître officiellement son indépendance. Interrogé par les journalistes sur ses entretiens avec Xi Jinping, il s'est contenté de les qualifier de formidables. Mais sur Taïwan, le président américain est resté silencieux, ignorant les questions des journalistes. Au-delà de l'île, les discussions portent aussi sur le commerce. Après une guerre de droits de douane en 2025, Washington et Pékin cherchent à prolonger la trêve conclue en octobre. Donald Trump espère obtenir des accords dans l'agriculture, l'aéronautique et des investissements chinois aux États-Unis. Xi Jinping, lui, a assuré que la Chine continuerait à ouvrir davantage son marché aux entreprises étrangères, y compris américaines. D'autres dossiers au menu, les semi-conducteurs, les terres rares, l'intelligence artificielle, mais aussi la guerre au Moyen-Orient. Washington souhaite que Pékin, partenaire majeur de l'Iran et principal importateur de son pétrole, utilise son influence pour favoriser une sortie de crise dans le Golfe. Mais Pékin n'a montré aucun signe clair d'une volonté d'aider Donald Trump sur ce dossier. En marge de la visite, quelques accrochages ont aussi opposé officiellement Chinois et Américains autour de l'accès des journalistes et des agents de sécurité. À Pékin, le décor était majestueux, mais l'ambiance révélait surtout une relation sino-américaine prudente, calculée et encore loin de l'accolade espérée par Donald Trump. Kiev a été frappé par une attaque massive russe 48 heures après l'expiration d'une trêve entre Moscou et Kiev. Selon le président ukrainien Zelensky, plus de 650 drones et 56 missiles ont visé l'Ukraine, faisant au moins 5 morts et une quarantaine de blessés. Le chef de l'État ukrainien appelle ses partenaires à ne pas rester silencieux face à cette nouvelle offensive. Nouvelle nuit de bombardements massifs en Ukraine. Selon le président Volodymyr Zelensky, plus de 650 drones et 56 missiles russes ont visé le pays dans la nuit de mercredi à jeudi. La capitale, Kiev, a été particulièrement touchée, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie. Le bilan provisoire fait l'état d'au moins 5 morts et plus de 40 blessés, selon les services d'urgence ukrainiens. À Kiev, un drone russe a frappé un immeuble résidentiel de 9 étages, dont une partie entière a été détruite. Au matin, les secouristes poursuivaient les recherches dans les décombres pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Des dégâts ont été constatés sur plus de 20 sites dans la capitale, notamment des infrastructures civiles. Toute la nuit,
de fortes explosions ont retenti à Kiev, tandis que les systèmes de défense antiaérienne tentaient d'intercepter les projectiles. De nombreux habitants se sont réfugiés dans les stations de métro et les abris. Volodymyr Zelensky a dénoncé une attaque qui, selon lui, prouve que Moscou ne cherche pas la fin de la guerre. Ce ne sont certainement pas là les agissements de ceux qui pensent que la guerre touche à sa fin, a-t-il déclaré, appelant les partenaires de l'Ukraine à réagir. Cette offensive intervient après une trêve de 3 jours, conclue à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis son expiration, les attaques russes contre les villes ukrainiennes ont repris. Moscou avait lancé près de 800 drones contre l'Ukraine, selon Kiev. Volodymyr Zelensky a appelé Donald Trump à évoquer la guerre avec Xi Jinping lors de sa visite en Chine, estimant que Pékin peut jouer un rôle dans les efforts pour mettre fin à l'invasion russe. À plus de 30 ans, Lazare pourrait devenir le chien le plus vieux du monde. Cet épagnol papillon, recueilli après la mort de son ancienne propriétaire, vit aujourd'hui une retraite paisible en Haute-Savoie. Malgré son grand âge, il continue de surprendre ceux qui croisent sa route. Dans les bras d'Ophélie Boudol, Lazare avance doucement. À 30 ans passés, ce petit épagnol papillon ne voit presque plus, n'entend plus, dort la majeure partie de la journée, mais conserve un tempérament étonnamment affectueux. Mais du coup, il a vraiment un caractère super attachant, très câlin, malgré son âge, et assez vif aussi. Depuis quelques mois, sa nouvelle maîtresse partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Une histoire hors norme qui commence presque par hasard, lorsqu'elle découvre la date de naissance du chien dans son dossier officiel. Une des bénévoles a regardé sa race exacte parce que je lui dis mais est-ce que c'est un épagnol papillon? Elle allait voir sur son dossier, c'est là où j'ai vu sa date de naissance, 95. Je me dis mais comment c'est possible? Là j'étais surprise, même encore maintenant, je me dis mais comment c'est possible? Né le 4 décembre 1995, Lazare est même plus âgé que sa propriétaire actuelle. Alors Lazare il est né le 4 décembre 95 et moi je suis née le 26 octobre 96. À la SPA Annecy-Marlioz, les équipes ont vérifié les documents auprès des registres officiels et du livre des origines françaises. On a fait les vérifications donc auprès du registre des identifications et du Love Select. Et effectivement, Lazare est bien né le 4 décembre 1995, donc dans sa 31e année. Pour les soigneurs, le cas de Lazare reste totalement exceptionnel. Alors c'est vrai que le cas de Lazare est assez inédit et totalement exceptionnel. Des chiens de 30 ans, on n'en avait bien évidemment jamais vu. Je dirais, si on a vu des chiens de 20 ans, c'est déjà énorme. Donc on a été très très surpris quand on nous a appelés d'une fourrière partenaire pour nous parler d'un chien très âgé qui avait 30 ans. L'association a donc décidé de déposer un dossier auprès du Guinness Book. Donc c'était un petit peu le clin d'œil où on est allé voir sur le Guinness, on a fait les démarches pour l'inscrire, mais voilà, en disant c'est un clin d'œil, parce que effectivement notre souhait au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il puisse profiter de sa retraite, d'une retraite paisible auprès d'une famille aimante et bienveillante, et voilà, mais peut-être un petit peu loin des projecteurs aussi. Record ou non, Lazare continue aujourd'hui de couler des jours tranquilles, entouré d'attention et de câlins, à un âge que très peu de chiens ont atteint avant lui. Et maintenant, direction Pékin à nouveau. Le Temple du Ciel a accueilli Donald Trump lors de sa visite officielle en Chine. Ce site historique majeur où les empereurs chinois venaient autrefois prier pour de bonnes récoltes a été exceptionnellement fermé au public les 13 et 14 mai en prévision du passage du président américain. Un choix hautement symbolique dans un lieu qui incarne à la fois la tradition impériale chinoise, l'harmonie entre le ciel et la terre et le prestige diplomatique que Pékin entend donner à cette visite. À Pékin, le Temple du Ciel a servi de décor à une séquence diplomatique hautement symbolique. Situé au sud de la capitale chinoise, ce vaste complexe historique est l'un des monuments les plus emblématiques du pays. Construit sous la dynastie Ming, il était autrefois réservé aux empereurs qui s'y rendaient chaque année pour prier le ciel et demander de bonnes récoltes. Le choix du lieu n'est donc pas anodin. Dans la tradition impériale chinoise, l'empereur était considéré comme le lien entre le ciel et la terre. Le Temple du Ciel représentait cette relation sacrée à travers une architecture très codifiée. Des formes circulaires pour symboliser le ciel, des bases carrées pour représenter la terre et une grande harmonie entre les bâtiments, les espaces ouverts et les jardins. Son édifice le plus célèbre, la salle de la prière pour les bonnes récoltes, avec son toit bleu à plusieurs niveaux, est devenu l'une des images les plus connues de Pékin.
Habituellement ouvert aux visiteurs, le site a été exceptionnellement fermé au public les 13 et 14 mai afin de préparer la visite de Donald Trump et d'assurer la sécurité du déplacement. Lors de son passage au Temple du Ciel, le président américain a salué la beauté du pays, déclarant que la Chine est magnifique. Great place, incredible. China is beautiful. En accueillant Donald Trump dans un tel lieu, Pékin envoie aussi un message de prestige et de continuité historique. Le Temple du Ciel n'est pas seulement un site touristique, c'est un symbole de pouvoir, d'ordre et de légitimité dans l'histoire chinoise. Cette visite intervient alors que Donald Trump et Xi Jinping cherchent à afficher une relation stable malgré de profonds désaccords sur le commerce, Taïwan, les technologies et le Moyen-Orient. À Pékin, le protocole rejoint donc l'histoire. Le Temple du Ciel devient le théâtre d'un moment diplomatique entre deux grandes puissances dans un décor chargé de symboles. Et c'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.